L'invité de ce Smart Impact, c'est Alexis Munoz. Bonjour, Bonjour bienvenue. Vous êtes le président de Première Matière, fondateur de la marque d'huile d'olive 18.1, enfin 18 2.1 d'ailleurs. Il est un peu surprenant ce nom. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, on vient d'en parler en effet. 18.2.1 c'est un nom que nous avons souhaité donner, inspiré de la formule simplifiée de l'acide oléique, un des principaux acides gras libres de l'huile d'olive. J'ai, pour la petite anecdote, passé beaucoup de temps à chercher mon nom, comme tout créateur d'entreprise. Oui. Je les ai trouvés tous aussi nuls les uns que les autres. Et puis je suis tombé sur une analyse physico-chimique d'une de mes huiles d'olive un jour par hasard. J'ai trouvé ça sympa. Oui, Donner du sens. Et c'est un nom qui intrigue en plus, donc ça fonctionne plutôt bien. Y a des enfants qui rêvent de piloter des avions, devenir, j'en sais rien, joueur de tennis professionnel, pompier. Et vous vouliez faire pousser des arbres. C'est une vocation très précoce en quelque sorte. C'est en tout cas une passion que j'ai nourrie, une vocation. On va appeler ça comme ça. C'est une passion que j'ai nourrie, un peu comme une pelote, vous savez, que l'on déroule. C'est au gré des rencontres, c'est au gré de nos âges, de l'évolution de la vie. Mais j'ai toujours été fasciné par le produit l'huile d'olive, par sa couleur, son onctuosité, sa texture. J'aime beaucoup cet arbre, comme beaucoup de gens évidemment, mais qui traverse un petit peu les siècles, malgré les maladies, malgré les tremblements de terre, malgré les guerres. J'aime beaucoup la simplicité de son produit, son jus, l'huile d'olive, qui finalement peut être accessible au plus grand nombre. Quand on voit les pays producteurs, autant des gens d'un niveau social très très bas, comme des gens dans des grandes villes peuvent y avoir accès. La France, j'ai été surpris par ce chiffre. La France ne produit que 3% de l'huile d'olive qu'elle consomme. Déjà, ce constat, comment on l'explique, comment vous l'expliquez? C'est une très bonne année, elle produit 3%. C'est-à-dire très bonne année. Une très bonne année, oui, c'est ça. D'abord, dans un premier temps, l'huile d'olive est un produit qui a un capital sympathie fort. Donc en France, on en consomme beaucoup. On en consomme de plus en plus. Je me rappelle avoir vu des chiffres moyens en France, c'était 3-4 litres et encore 10 ans par personne et par an. Je crois qu'on est aux alentours de 7. Donc on voit bien que la consommation augmente. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le fameux grand remembrement dans lequel on décide à juste titre de planter de la légumineuse, de la céréale pour alimenter les familles. Il fallait bien faire manger les enfants et les autres. Du vignoble parce qu'on considérait que pour travailler, les travailleurs de la reconstruction avaient besoin de leurs petits litrons. Et donc, sans exagérer, on a quand même beaucoup recentré sur de la grande culture, qui représente une grande partie de l'agriculture française, le vignoble, en délaissant pas mal l'élevage traditionnel, le maraîchage et l'arboriculture. Et donc l'olivier a, en plus d'un gel en 1956, le peu qu'il y avait a quasiment été décimé et aujourd'hui n'existe que par quelques petits châteaux ici et là, quelques petites productions de Provence qui subsistent et qui vendent plutôt de l'hélotourisme que de l'huile d'olive. Mais est-ce qu'on peut inverser la tendance ou en tout cas rééquilibrer en quelque sorte? Je sais que vous œuvrez à redynamiser cette filière oléicole. On peut tout imaginer. On peut tout refaire, pas que dans l'olivier. C'est une question d'abord, en effet, d'entrepreneuriat, d'entreprise, de peut-être aussi d'avoir une vision, une stratégie. Donc, c'est ce que nous faisons. Vous avez raison sur Nectar, Oléiculture et Génératrice. C'est un programme, c'est ça, qui s'appelle Nectar? C'est une entreprise qui porte un programme avec des objectifs, telle une entreprise qui, si je devais synthétiser un petit peu, doit lier l'entrepreneuriat, l'économie, l'écologie et le sociétal. Comment est-ce que je fais une agriculture durable, vertueuse, ancrée dans le vivant? Comment je peux créer de l'excellence en huile d'olive? Et comment je peux la rendre accessible au plus grand nombre? C'est-à-dire que si nous considérons que aujourd'hui un Français gagne en moyenne, je crois, 1800 ou 1900 euros, me semble-t-il, est-ce qu'il a aujourd'hui la possibilité d'acheter une huile d'olive à 40-45 euros le litre dans une épicerie fine? Et donc aujourd'hui, il achète de l'huile d'olive dans les supermarchés, qui est origine UE, non UE, donc je vous laisse imaginer ce qu'il y a dans les bouteilles. Donc nous avons véritablement cette ambition-là, et ça demande évidemment des moyens financiers, des sols propices, une stratégie, des compétences, et nous sommes en train de remettre tout ça autour de la table pour pouvoir mener à bien notre projet. Et alors, si on prend, est-ce qu'on est déjà dans le concret? C'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà des oliviers qui ont été plantés sur quel type de sol? Voilà, quel choix vous faites en quelque sorte? Le choix géographique qui a été fait est autour de Carcassonne pour des questions pédoclimatiques. Je me suis basé sur le travail de chercheurs, notamment des agrométéorologues, un chercheur de Paul Sabatier à Toulouse aussi qui m'a donné pas mal de fil à retordre et de travail
qu'il avait fait sur l'aspect climatique avec une projection sur 50 et 100 ans. Et on voyait bien que l'oléiculture a toujours été très bien en France autour du bassin méditerranéen. La limite de la culture de l'olivier se trouvait entre Narbonne et Carcassonne, donc on dira Lézignan, le Minervois. Et avec la projection future climatique, on se sent très à l'aise de remonter vers Toulouse sans arriver à la Garonne. Mais en tout cas, ce bassin-là est propice. Donc nous avons choisi cet endroit pour le faire. Et nous avons déjà, depuis 2023, planté 2 plantations, 2 fois 100 hectares bruts d'oliviers. Ça suppose trouver les terrains, souvent des friches ou des gens qui partent à la retraite. Ça tombe bien. Malheureusement, il y en a beaucoup en France. Ensuite, travailler l'itinéraire technique chez nous est quand même assez établi. Et ensuite, créer nos oliveraies sur un mode régénératif. Ça veut dire que nous déployons une biodiversité très importante autour de nos oliviers. Alors justement, je veux bien qu'on rentre un peu dans le détail si on parle d'agriculture régénérative ou d'agroécologie. Concrètement, pour votre métier, de producteur d'huile d'olive, ça change quoi? Ça change tout. Nous sommes en train de créer quelque chose qui existait avant nous. Donc, je suis un tout petit créateur. Je ne fais que remettre en place des choses qui ont été cassées, simplement. Nous avons cassé des chaînes de prédation, par exemple. Un des ravageurs de l'oliviculture, de l'olivier, c'est la mouche de l'olive. Comme il y en a une dans le raisin, comme il y en a une dans les pêches, et ainsi de suite. Vous avez 3 façons de traiter. La chimique, on va pas y rentrer dedans. La biologique, avec de l'argile blanche, du kaolin, vous blanchissez l'arbre pour leurrer la mouche, ou la nature. Nous avons opté pour la 3e. Donc, nous essayons de remettre des oiseaux, des chauves-souris. On remet tout ce qu'il faut pour que le vivant, par exemple, les oiseaux, 60% des oiseaux ont disparu en 30 ans, pour que le vivant se réapproprie nos agricultures à nous. Ok, donc alors, là aussi, on essaie d'être le plus concret possible. C'est-à-dire quoi? Planter des arbres, des haies autour de vos oliviers, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est planter des haies diversifiées. Donc, vous allez recréer des buissons faits d'églantiers, d'amandiers sauvages, de genêts, de mûriers, ainsi de suite, qui sont des lieux de non-prédation des oiseaux, donc, et des corridors de passage. Nous allons travailler sur des couverts végétaux, qui sont des couverts mellifères très souvent, qui permettent de développer la circulation des pollens. Nous allons créer des mares qui sont des havres de diversité dans lesquels un ensemble des animaux se prédatent, vivent entre eux. Et nous allons recréer pas mal de nichoirs en travaillant sur la probabilité. Prenons un exemple de la première ferme, Baudrigue, le domaine de Baudrigue qui est aux portes de Carcassonne. Nous avons mis 450 nichoirs fabriqués dans une ESAT juste à côté. Probablement que seuls 10% seront pris par les oiseaux, mais c'est parce qu'on en remet beaucoup qu'on se donne la chance de revoir des oiseaux dans nos fermes. Et qu'est-ce que ça change sur la qualité des sols, tout ce que vous nous décrivez? Là aussi, tout. Vous avez d'un côté une agriculture qu'on vient de développer pendant 40 ans, 40-50 ans, qui a minéralisé nos sols et tué toute possibilité de vie inférieure de ce que vous voyez. On voit bien d'ailleurs que si on ne met pas d'engrais, de stimulants racinaires et autres, il n'y a rien qui pousse. Et nous travaillons sur un sol vivant. Donc un sol vivant, c'est un sol qui est fait de racines qui nécrosent dans des couverts végétaux et qui amendent le sol naturellement et qui apportent de l'eau, puisque les racines sont faites d'eau à 90%. C'est des vers de terre et des coléoptères et autres bactéries qui sont, comme nous les êtres humains, faites à plus de 70% d'eau, qui aussi s'autoprédatent, meurent, donc réamendent le sol, donc réhumidifient le sol. Donc ça change tout, c'est que nous avons un sol dynamique, un sol qui reçoit probablement n'importe quelle culture et peut la faire vivre à terme seul. Est-ce que ça veut dire forcément que vous produisez une huile d'olive haut de gamme, plus chère? Alors, oui, c'est une très bonne question. Non. Souvent, on a choisi le bio. Dans l'ère moderne, nous avons considéré que faire du bio, c'était valoriser sa production de 50 centimes en plus. Ça a créé beaucoup de désillusions, on l'a vu ces dernières années, même si là, c'est en train de repartir un petit peu. Nous ne le faisons pas du tout comme ça. C'est une hygiène de vie, c'est un état d'esprit, c'est une vision. Je peux vous dire, par exemple, que à terme, ce qui n'est pas le cas de suite, j'engage beaucoup de travail mécanique, j'engage beaucoup de travail manuel, mais à terme, peut-être que comme ma ligne d'intrants, parce que j'utilise quand même quelques intrants, des matières organiques, de la fiente de poule, je vais utiliser des oligo-éléments, on va utiliser comment on appelle ça, des soutiens foliaires naturels, mais peut-être qu'à terme, notre agriculture sera moins dépensière, moins consommatrice qu'une traditionnelle. Donc, on le fait sur notre modèle économique, il est basé plutôt sur une quantité d'oliviers qui va nous permettre de justifier un investissement industriel
pertinent, moderne et puissant, qui va nous permettre de sortir une huile d'olive à un prix qui, a priori, devra pouvoir répondre à un maximum des consommateurs français. Ce modèle d'agriculture, parce qu'on est en plein dans ce débat, il y a eu la loi Duplon qui a été votée à l'Assemblée et au Sénat il y a quelques mois. Vous dites que le modèle que vous portez, c'est le modèle d'avenir, j'ai bien compris, même si c'est refaire ce qui existait avant, sauf que vous êtes un peu minoritaire, encore aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup d'agriculteurs qui voudraient bien faire autrement, ils ne peuvent pas faire autrement. Nous sommes terriblement minoritaires. Je vous dirais que des projets comme cela en France, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai 2 ou 3 en tête quand même, heureusement. Mais de toute façon, le temps... je cherche pas à avoir raison, parce que la question n'est plus une question de raison. C'est une question simplement de subsistance. C'est une question de génération future. C'est une question de souveraineté alimentaire. Et vous voyez bien... ces dernières années que tout s'est un peu emballé, tout s'est un peu accéléré, y compris les scientifiques ont été un peu malmenés dans leurs prévisions. Et donc, de toute façon, quand vous voyez des vagues de chaleur ou des grandes sessions de vent ou des grandes sessions d'eau, de pluie, on vient de le voir encore à Valence, en Espagne, vous êtes obligé d'avoir des sols vivants pour pouvoir faire face justement à tout ça. Donc, je crois qu'on est au bon endroit au bon moment. Et ce que je cherche à faire au-delà de le réaliser, c'est de le partager, de le transmettre. Donc, partager, c'est par exemple faire des événements citoyens, des plantathlons qui nous permettent par exemple de planter et de diversifier avec des citoyens. C'est des interventions dans les écoles agriculture à Toulouse par exemple ou à Montpellier, ce qui nous permet aussi de véhiculer une autre vision, un autre espoir que ce que les parents ne peuvent donner à leurs étudiants, à leurs élèves étudiants, et ensuite transmettre. Donc l'enjeu pour moi et pour nous, c'est de pouvoir aussi mettre en place une équipe qui, vertueuse, va pouvoir perdurer, durer et transmettre tout ce que l'on est en train de créer aujourd'hui. Merci beaucoup Alexis Munoz et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au Zoom de l'émission. On va parler des difficultés financières des associations.